Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On parle aujourd'hui d'un sujet qui concerne directement de millions d'entrepreneurs, d'artisans, de commerçants, de dirigeants, de PME, TPE et même grands groupes. Ceux qui font tourner l'économie française, mais qui se retrouvent parfois, et là je m'intéresse surtout aux PME ou aux TPE, submergés par des tâches qui ne sont pas leur cœur de métier. Mail, rendez-vous, relance, service client, administratif. Notre invité du jour a décidé d'attaquer ce problème de front grâce à l'intelligence artificielle. Il a cofondé une entreprise qui conçoit des agents IA autonomes, capables d'agir à la place du dirigeant pour lui faire gagner du temps, de l'argent et de la sérénité. On en parle tout de suite, c'est dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Johan Drahi. Bonjour, enchanté Nathalie, vous allez bien ? Bien et vous ? Eh bien écoutez, je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes ravis également. Alors vous êtes le cofondateur de Limova. Votre entreprise est devenue en quelques mois un acteur remarqué, des agents intelligents pour les entreprises. Donc vous promettez une chose assez simple mais ambitieuse, c'est libérer les dirigeants de ce qui les empêche de se concentrer sur l'essentiel. Comment vous est venue cette idée très concrète, créer des agents IA pour aider les entrepreneurs débordés ? Bah écoutez, on s'est inspiré d'un logiciel qui commençait à faire son petit bout de chemin aux États-Unis, mais sur un plan qui était un peu différent de ce qu'on fait actuellement. Lui avait pour vocation d'accompagner un peu comme un ChatGPT les gens sur des questions liées au business. Et nous très rapidement, parce que quand on a commencé la commercialisation en France, on a décidé d'être extrêmement proche des utilisateurs avec un système où de la vente jusqu'à l'après-vente, on pose des questions aux utilisateurs sur leurs besoins, leurs cas d'usage concrets au quotidien. Et du coup, on a décidé plutôt d'aller vers un système où on a des agents qui accompagnent les entrepreneurs et qui accompagnent les salariés dans leurs tâches du quotidien avec du marketing, avec la gestion de leurs emails, la gestion de leur calendar, la gestion de leurs services clients. Et donc, on essaye de les accompagner tout au long de la journée. Et finalement, le produit n'est pas venu de notre idée. Le produit s'est construit avec les retours des utilisateurs et c'est bien ça le plus important. Les besoins identifiés auprès des différents entrepreneurs. Alors du coup, l'offre est structurée par, je crois, 9 agents, c'est ça, 9 agents IA qui vont pouvoir vous aider sur des tâches très différentes. C'est ça, on a une offre globale avec 8 agents qui permet d'avoir vraiment un accompagnement sur le marketing, sur les réseaux sociaux, sur son référencement naturel, avoir un agent IA qui répond au téléphone à la place des dirigeants ou du standard téléphonique, avoir un agent IA qui répond sur le site internet pour répondre aux questions des utilisateurs et j'en passe. Et on a un 9e agent qui est donc un petit peu le plus available si je puis dire, qui est très intéressé, très intéressant. C'est celui que je prononçais avant, celui du téléphone, parce que le cas d'usage est évidemment très important. Si on reçoit 20, 30, 40 coups de téléphone par jour et qu'on en rate une dizaine, oui. C'est potentiellement 10 coups de téléphone qui vont à la concurrence. Et en ayant un agent IA téléphonique qui peut prendre ces 10 appels en même temps, on rate plus jamais un appel et les clients sont hyper satisfaits parce qu'il n'y a plus de temps d'attente. Finalement, c'est 7-8 minutes de « attendez, on va vous passer un conseiller ». Qu'on connaît tous. Voilà, c'est fini. Il y a un agent IA qui répond, qui discute avec vous, qui vous oriente, qui vous renseigne. Et puis, si jamais il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de la problématique, et il peut transférer l'appel à Nathalie ou à Johan pour tout simplement prendre le relais avec un humain. Alors, vous le dites souvent, un assistant répond à une demande, un agent agit à votre place. Vous avez réussi à essayer concrètement de voir ce que ça changeait dans la vie d'un entrepreneur, de comptabiliser justement le gain de temps, le gain d'argent ? Écoutez, on a à peu près 10 000 clients aujourd'hui dans plus de 35 pays, donc on a quand même une vision assez globale de ce qui se passe. On a la majeure partie de nos clients qui sont en France, mais on a beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses, beaucoup de Luxembourgeois, de Canadiens, on a beaucoup de Camerounais, de personnes, des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, etc. Enfin, je les salue tous. Et ces gens-là nous disent gagner entre 10 et 15 heures par semaine, mais là où c'est extrêmement important, c'est 10-15 heures par semaine par utilisateur de Limova. Et donc nous on a des entreprises qui sont par exemple des TPE où il y a 3-4 personnes. Donc très rapidement on arrive à avoir 45 heures dans la semaine qui a été économisée, on se rend pas compte mais c'est énorme en termes de productivité. Mais on a également des groupes valorisés en milliards. Là on vient de quasiment finaliser un partenariat avec un groupe qui nous prend 3500 utilisateurs d'un coup. Donc c'est un gros contrat pour Limova. Mais 15 heures multipliées par 3500 personnes, c'est encore plus important. Et donc l'idée, encore une fois, et ça j'en parle souvent, ce n'est pas de remplacer les gens avec l'intelligence artificielle, mais c'est deux choses. C'est soit je n'ai pas les moyens de recruter,
Et donc, pour développer mon entreprise, pour plus tard pouvoir recruter, je m'équipe d'IA. Soit j'ai des collaborateurs en nombre ou pas forcément en très grand nombre dans mon entreprise et je veux les booster à l'IA et derrière leur permettre d'effectuer des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Je prends l'exemple On qui est les extrêmement décharge fort. de certaines tâches qui sont un peu rébarbatives pour les mettre sur ce qui est important pour la boîte. Exactement, parce que typiquement, il n'y a rien de très fort à regarder un email, voir qu'il y a une facture, télécharger la facture et la mettre dans un Google Drive. Mais pourtant, c'est une action essentielle pour une entreprise. On ne peut pas laisser les factures mourir dans des emails. Bah, typiquement, un agent IA pourrait s'occuper de cette tâche-là et la personne qui gérait ce secrétariat-là comptable pourrait s'occuper de projeter des analyses financières, pour aller s'occuper d'aller traiter des sujets plus importants pour l'entreprise. Et donc, ce n'est pas l'IA qui remplace le salarié, mais c'est l'IA qui permet au salarié de travailler sur des sujets plus importants pour l'entreprise. Donc c'est du win-win, c'est super bien. Mais alors, il y a manifestement, j'imagine, un gros travail en amont avec vos équipes pour créer des avatars qui sont très personnalisés. Est-ce que l'agent peut, j'allais dire, parler, agir comme l'entreprise avec son ton, ses règles, sa culture, ses valeurs? Comment ça se passe justement ce travail main dans la main avec les entreprises? On a fait un gros travail pour justement que les rôles des agents soient assez horizontaux avec des corps de métier où ils sont entraînés sur leur métier particulier, donc le marketing, le SEO, le téléphone, le support client, etc., etc. Mais par contre, on laisse une part de personnalisation très importante où on vient rajouter des documents qui appartiennent à l'entreprise, qui appartiennent au rôle que l'utilisateur veut avoir. La finance pourrait mettre des bilans, pourrait mettre des sujets de facturation, des sujets de calcul de marge, etc. Le marketing pourrait mettre le lien du site internet, pourrait mettre des images, pourrait mettre des photos, la charte graphique, le ton, etc. Et en fait, les agents viendraient s'approprier ces documents-là pour derrière rayonner sur leur corps de métier respectif. Donc si typiquement j'étais amené à rajouter des documents sur le marketing de l'entreprise, bah mon agent John, qui est l'IA de l'Imova pour le marketing, saura s'inspirer de ces documents pour aller aider l'entrepreneur sur le marketing de son entreprise. Donc c'est vraiment hyper adapté et ça a été pensé de cette manière-là et les clients sont très contents. Et comment vous décidez qu'un agent est prêt à être déployé dans une entreprise réelle avec de vrais clients et de vrais risques? À quel moment on se dit c'est possible? Là, il a toutes les armes en main et voilà, quoi, on ne prend pas trop de risques. Non, en fait, on a toujours fonctionné de la manière suivante, c'est que pour qu'un agent chez nous soit disponible dans l'Imova, il doit avoir ce qu'on appelle 99% de SLA. SLA, c'est Service Level Agreement, ça veut dire que sur 100 situations, 99 fois, il doit être impeccable. Oui. Pour ça, donc on est très au-delà du niveau d'un humain. Un humain est généralement entre 70 et 75% de bonnes réponses sur 100 questions, mais nous, on considère que la machine doit être meilleure. Donc 99 fois sur 100, elle doit être nickel. Si c'est le cas, alors on autorise l'agent à être sur l'Imova. La deuxième chose, c'est on met des pare-feux. Par exemple, il y a des agents qui ont parfaitement le droit d'être en autonomie avec des clients en disant je déploie un standard téléphonique en IA qui peut répondre à mes clients, mais il y a des agents sur lesquels on met un petit peu plus de pare-feu. Typiquement, celui des réseaux sociaux, il prépare le post en amont, mais c'est toujours l'humain qui valide la publication pour lui. Ouais. Toujours. Et en fait, tant qu'on n'est pas à 99% de bonnes réponses, on n'autorise pas l'agent à agir de manière autonome. Et donc des fois, effectivement, on peut être dans les 1%. Mais ce que j'aimerais, et j'aimerais faire un peu de pédagogie, 99% de bonnes réponses, c'est exceptionnel. Les 1% ne sont pas graves. Et de toute façon, les agents n'ont pas accès à des choses qui sont extrêmement graves, de sorte à mettre en péril quoi que ce soit. Tout a été pensé, sécurisé, de sorte à ce que les actions que mènent les agents sont les actions que pourrait mener un humain. Et si jamais on est dans les 1%, bah on est dans les 1%. Mais nous, force est de constater que ça fait 1 an qu'on distribue le produit et qu'on a 10 000 clients qui utilisent la plateforme tous les jours et pourtant on a eu aucun incident grave. On a eu des coquilles et les coquilles sont les fameux 1%, mais aucun incident grave. On a surtout beaucoup de retours de gens qui nous disent merci et bravo. Parce que dans le monde de l'entreprise, c'est vrai qu'une petite erreur, ça peut avoir de graves conséquences. Du coup, est-ce que vous accompagnez aussi... alors, on parle souvent de prompt. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est qu'un prompt. En fait, c'est la demande qu'on va faire... à notre intelligence artificielle, la consigne qu'on va donner. Là aussi, est-ce qu'il y a des formations pour aider justement les dirigeants à améliorer leur prompt, à la qualité des consignes, de façon à avoir la réponse la plus juste possible? La meilleure possible. Alors, il y a 3 sujets. La première chose, pour rassurer nos auditeurs, l'IA, c'est la première invention de l'humanité qui t'apprend à l'utiliser. C'est-à-dire que typiquement, quand vous parlez avec John pour le marketing, ça parlera à tout le monde pour les réseaux sociaux. Si je ne sais pas faire un post pour les réseaux sociaux et que je ne sais pas le demander à une IA, je peux dire, John, je n'ai jamais utilisé une IA de ma vie. Ouais. Je n'ai jamais utilisé les réseaux sociaux de ma vie.
aide-moi, forme-moi. Déjà, l'agent peut tout de suite faire de la pédagogie avec l'humain. Ça, c'est déjà la première chose. Le deuxième sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que on a mis en place des IA qui viennent accompagner les utilisateurs sur le prompt en disant Nathalie, si tu sais pas comment me poser la question, clique ici sur John, aide-moi, et John va t'aider à formuler ton prompt. Donc là, il y a un deuxième pare-feu qui a été mis en place. Et la troisième chose pour être sûr qu'on rate rien, c'est que tout nouveau client qui s'abonne chez Limova est accompagné pendant 1 heure de formation sur la prise en main de l'outil. Voilà, parce Donc que c'est vrai que on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Voilà, parce que comme c'est nouveau, effectivement, ça peut inquiéter, ça peut surprendre, mais c'est un vrai gain de temps. Parce que quand je parle du prompt, je vous donne un exemple. Un patron qui parle à sa secrétaire, il ouvre la porte, il dit bon, on n'oublie pas de rappeler Saumur, poum. Bon, c'est clair, c'est net, ça va vite. C'est très approximatif, mais ils vont se comprendre. Mais ça nécessite un apprentissage. Donc, d'où l'importance d'être précis dans ses prompts. Mais j'imagine que plus on entraîne son agent IA, plus il va plus vite, quoi. Il vous connaît. En fait, il va avoir ce qu'on appelle une mémoire contextuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il va discuter avec vous, il va commencer à apprendre vos petits acronymes, vos petites phrases un peu d'habitude. Donc, effectivement, il va progresser là-dessus. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que l'IA, je trouve que ça a redonné une force énorme à l'humain, c'est de savoir poser une question. Oui. ça te redonne l'obligation de t'exprimer, de poser une question correctement et convenablement. Et moi, je trouve ça hyper riche parce que j'ai progressé grâce à l'IA. Maintenant, quand je m'exprime auprès de mes amis ou de ma famille ou autre, je formule mieux mes questions parce que j'ai l'habitude de formuler des questions en IA. Oui, et puis de toute façon, l'IA est là. L'IA, si on s'en sert, c'est un peu comme ChatGPT, hein, si on s'en sert bien, c'est une vraie force. Après, comme toujours, tiens, une question par rapport à la technologie, vous vous basez sur une technologie existante ou vous avez développé votre propre technologie ? Non, en fait, on fait comme tout le monde. Là, grosso modo, pour développer sa propre technologie, il faut soit 15 ans, soit à peu près 150 milliards. C'est ça, ouais. On n'a ni 15 ans pour l'instant devant nous, ni 150 milliards non plus. On a qu'à peu près levé 5-6 millions d'euros depuis le début de l'aventure, donc on est extrêmement loin de ce qu'il faut. Donc oui, on s'adosse à une technologie qui est existante. Contrairement à ce que tout le monde pense, on s'adosse pas du tout à OpenAI, donc ChatGPT. On s'adosse à Anthropic, donc Claude, qui est pour nous la meilleure IA du moment sur la partie tout simplement B2B, donc business to business pour les entreprises. Et c'est hyper important aussi de parler de ça, c'est que Limova rend 2 services énormes aux entrepreneurs. La première, c'est qu'il déresponsabilise l'entrepreneur du sourcing des IA. C'est-à-dire que si moi je suis entrepreneur et que mon métier c'est de faire de l'immobilier, mon métier c'est pas de faire de l'IA. Et donc moi je n'ai pas vocation à trouver les meilleures IA du moment. Limova s'en occupe, s'en charge. Et la deuxième chose que fait Limova, c'est qu'elle orchestre correctement ces IA pour répondre à des cas d'usage, pour aider l'agent immobilier, pour aider l'assureur, pour aider le médecin, pour aider le charpentier, pour aider tout un chacun dans son business. Et puis je pense que c'est une question qui revient très souvent, c'est bien évidemment la confidentialité des données, parce que là il y a des données très précieuses pour l'entreprise. Oui. Et vous, Limova, si je ne me trompe pas, les données sont stockées soit en France ou en Europe. En tout cas, c'est pas loin. Non, c'est-à-dire qu'on est évidemment conscient. Déjà, le sujet de la data en Europe et en France est extrêmement précieux. Et nous, on est évidemment hyper responsables parce que on se sent et on est responsable de protéger la donnée de nos utilisateurs. Nous, l'avantage, c'est qu'on n'entraîne pas nos modèles sur la data des clients. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à utiliser la data des clients, parce qu'on n'utilise pas un modèle à nous qu'on veut entraîner. Donc ça, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est que la donnée est stockée en France, dans un serveur. On est conforme à RGPD parce qu'on est accompagné par un tiers qui s'appelle DPO, qui nous audite. Et la dernière mesure de sécurité, en plus d'être évidemment en norme avec toutes les lois qui nous incombent, c'est d'avoir 3 friendly, ce qu'on appelle des hackers amicaux, donc des gens, des pirates, qui sont des gentils pirates, qui viennent pirater nos serveurs 3 fois par semaine pour essayer d'attaquer Limova et de vérifier la robustesse des serveurs. Donc on prend vraiment toutes les précautions pour protéger la donnée des clientes, qui est évidemment éminemment importante à leurs yeux et aux nôtres. Alors je précise que vous êtes situé à Nice, hein, c'est ça, l'entreprise Limova. Et en termes de concurrence, d'ailleurs, petite question, les concurrents, il y en a de plus en plus en France sur le même terrain que vous? C'est plutôt encore à l'international? Parce que c'est vrai que l'IA va faire partie de notre quotidien, même dans le cadre de nos entreprises. Bien sûr, nous on a fait vraiment une politique de ne pas aller vers le consommateur de tout à chacun. On est d'aller vraiment sur des cas de figure d'entreprise et uniquement d'entreprise. Donc ce qui nous a quand même différencié de beaucoup de concurrents. Aux États-Unis, on a un très très gros concurrent à nous
avec lesquels on se décide, on se partage des parts de marché à l'international à coup de marketing et de discussion et de nouvelles fonctionnalités. En France, il y a globalement des acteurs qui nous ont un petit peu copiés, qui nous ont envoyé des mails en disant désolé, on a un peu copié ce que vous avez fait, mais bon, c'est trop bien, etc. Et moi, je leur en veux pas du tout. Ils ont parfaitement le droit de se lancer là-dessus. On n'a pas de concurrents vraiment très forts. C'est même en Europe pour rassurant. C'est l'instant. plutôt rassurant d'avoir des concurrents entre guillemets. Ça veut dire qu'on est sur un terrain important, qui compte. Complètement, c'est rassurant, on est fiers de ça. Pour l'instant, en Europe, on est les numéros 1 et on va travailler très très dur pour rester les numéros 1. Et au niveau du monde, on est les numéros 2. Voilà, il y a un logiciel qui est un peu plus fort que nous, mais on perd pas espoir de reprendre des parts de marché sur ce concurrent. Ça vous challenge et voilà. Et puis ça oblige à constamment, comme vous l'avez dit, maintenir son leadership, quoi. Donc ça nous oblige à innover constamment. Merci beaucoup, on est très fiers de ça. Yohann Drahi, d'avoir pris le temps de nous présenter l'Imova, parce que je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, notamment des TPE, des PME, des artisans. Donc c'est vrai que c'est une solution aujourd'hui qui peut vraiment aider un jeune entrepreneur à se lancer, ou même un plus grand groupe à pouvoir mieux orienter ses salariés. Et puis de toute façon, cette IA, elle va continuer à se développer et il faut réussir à l'intégrer de la manière la plus positive possible à son entreprise. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour l'invitation, Nathalie, c'était génial. Bonne journée à vous, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et oui, on se retrouve de nouveau dans C'est ça la France pour évoquer Thibaut, notre French Trotter qui nous emmène quelque part. On va en parler avec lui. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Alors cette semaine, on va où, Thibaut ? Eh bien, je vous propose une plongée au cœur du bocage vendéen. On va notamment découvrir un produit phare du terroir, mais aussi un sanctuaire secret bien gardé des Vendéens. Et pour nous guider, on va faire connaissance avec Christina, de l'Office du tourisme de Saint-Fulgent-les-Essarts. On est entre La Roche-sur-Yon et le Puy du Fou. Qu'est-ce qui définit ces paysages de bocage ? Donc les haies bocagères, qui sont toutes ces haies qui font les séparations des champs d'agriculteurs. Les arbres aussi étaient des haies naturelles. Donc on essaye de les préserver, ces haies, parce qu'elles ont tendance à disparaître et c'est bien dommage. Et je crois savoir qu'il y a un produit phare ici, il y a une culture phare. Oui, ici plus particulièrement, on est dans un endroit où on a énormément de producteurs de mogettes. Donc le haricot blanc, entre Chauchet, La Ferrière et puis les Brousilles, on a pas moins de 12 producteurs de haricots blancs. Donc on est un gros bassin pour la mojette ensuite qu'on retrouve dans les assiettes, à la table aussi des plus grands restaurants. Le haricot blanc ou le coco vendéen, il y a plein d'appellations, mais voilà, la mojette c'est quand même ici dans le bocage avec la brioche, les deux produits du terroir dont on est fier. On a même une fête au Brousil qui s'appelle la fête de la mojette, qui met en avant ce produit phare de la Vendée. Et je découvre grâce à vous, Christina, un lieu patrimonial qui est un peu le secret caché des Vendéens. Je vous laisse le présenter. Oui, comme vous dites, c'est un peu un secret bien gardé. C'est le sanctuaire de la Salette à la Rabatelière. Donc c'est un site en hommage aux apparitions de la Vierge à la Salette en Isère. Donc ici, il n'y a pas eu d'apparition, mais c'est vraiment des monuments pour rendre hommage à la Vierge et à la foi catholique vendéenne. Et on peut les décrire, voilà, on est face à ces deux monuments de briques, voilà, un peu comme des cathédrales de briques perdues en pleine nature. Exactement, donc en fait le site se compose, il y a 3 ensembles. Le premier monument avec les scènes en hommage aux apparitions de la Vierge à la Salette. Ensuite le rosaire avec en haut pour finir par une tour. Et puis devant ce monument ici, la chapelle de la Croix de Jérusalem qui abrite une croix de 7 mètres de haut et qui a été emmenée en pèlerinage à Jérusalem et ensuite arrivée à la gare de l'Herbergement qui se trouve à 13 km d'ici, portée sur les épaules par 800 paroissiens
qui l'ont ensuite amené jusqu'ici à la rabatelière à pied. Alors pourquoi des briques? Pourquoi ces monuments en briques? Oui, tout simplement parce que, alors ça va casser un peu le mystère, mais en fait les paroissiens de l'époque ont pris les matériaux qu'ils avaient autour d'eux. Et donc autour de la rabatelière, il y avait 14 briqueteries. Et donc tout simplement, ils ont utilisé la matière première disponible près d'eux. Et donc ça donne un côté comme ça assez italien. Un peu baroque. Un peu baroque, une architecture aussi, on entend souvent MORE, M-A-U-R-E. Donc voilà, ça participe aussi à la beauté du site. Et puis après, la pierre, c'est la pierre qui a été prise dans le coteau sur lequel on se trouve. Et on l'a pas précisé, ce monument religieux insolite a été érigé à la fin du 19e. Et aujourd'hui, on peut le visiter dans le cadre des éco-voyages que vous mettez en place avec Vendée Tourisme. Merci beaucoup, Christina. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine comme toujours pour de nouvelles aventures. Et merci à vous chers auditeurs. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. À dimanche prochain, même jour, même heure et même radio. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers et de l'artisanat. Artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.